Manifestation de groupes pro-palestiniens en Afrique du Sud. Ils protestent contre l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Course à l'élection présidentielle au Mali, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé a officialisé sa candidature. Puis un bébé de 6 mois a reçu une balle perdue au Brésil. L'incident est survenu dans un collège privé à Rio de Janeiro. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous. Des membres de groupes pro-palestiniens ont manifesté devant le consulat des États-Unis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont protesté contre le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Au reportage. Les États-Unis ont officiellement inauguré lundi à Jérusalem leur nouvelle ambassade en Israël. La cérémonie a réuni les officiels israéliens et américains. Ce transfert historique de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem concrétise l'une des promesses de politique étrangère les plus controversées du président américain Donald Trump, passant outre à la réprobation internationale et à l'indignation palestinienne. Une indignation exprimée par des membres de groupes pro-palestiniens vivant à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont protesté contre ce transfert via une manifestation devant le consulat des États-Unis à Johannesburg. Au lendemain de célébrations avec l'inauguration festive de l'ambassade américaine à Jérusalem et le 70e anniversaire de sa création, Israël faisait face mardi aux retombées diplomatiques de la crise gazaoui. La Turquie a demandé à l'ambassadeur israélien de retourner dans son pays pour un certain temps. La Ligue arabe a quant à elle appelé le procureur de la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur les crimes de l'occupation israélienne. Dès lundi soir, la Turquie et l'Afrique du Sud avaient décidé le rappel immédiat de leurs ambassadeurs respectifs. Dans leur sillage, l'Irlande a convoqué mardi l'ambassadeur israélien. Au Nigeria, 5 membres des milices civiles engagés aux côtés de l'armée pour combattre le groupe djihadiste Boko Haram ont été tués dans un attentat suicide dans le nord-est du pays. L'information a été révélée par les services de secours. On fait le point. 5 membres des milices engagés aux côtés de l'armée pour lutter contre Boko Haram ont été tués ce mardi dans un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. 5 autres personnes ont également été blessées dans cet incident. Ce bilan a été confirmé par Ibrahim Liman, responsable des miliciens de la garde civile à Kondouga. Ce dernier ajoute que les blessés avaient été transportés à l'hôpital de Maïdougouri pour y être soignés. Selon les témoignages recueillis sur place, un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive sur un checkpoint tenu par les miliciens de la garde civile à la sortie de la ville de Kondouga, ville située à 35 km de la capitale de l'état de Borno, Maïdougouri. Un kamikaze est arrivé au point de contrôle avant d'entrer dans la ville. Le kamikaze est arrivé et a fait exploser la bombe et a tué des miliciens de la garde civile, 5 personnes et blessé 6 autres. Il y a 2 semaines, 86 personnes avaient été tuées dans un double attentat suicide dans une mosquée de l'état voisin de l'Adamawa, marquant l'une des attaques les plus meurtrières du conflit qui ravage le nord-est du Nigeria depuis 2009. La ville de Kondouga a été la cible de nombreuses attaques ces 2 dernières années. Au Mali, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé s'est lancé dans la course à la présidentielle prévue pour le 29 juillet prochain. Son annonce fait suite à celle de la candidature du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Au lendemain de la candidature du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, l'ancien Premier ministre malien Modibo Sidibé s'est lancé dans la course à l'élection présidentielle prévue le 29 juillet prochain. Il a déclaré sa candidature ce dimanche à Bamako devant 3000 de ses partisans. Modibo Sidibé, 65 ans, qui avait terminé 4e en obtenant près de 5% des voix au premier tour en 2013, a expliqué que la défense et la sécurité du Mali seront au cœur de ses préoccupations s'il est élu.
Quant à l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, il n'a pas encore officiellement confirmé sa candidature. Mais elle fait peu de doute après sa désignation le 7 mai dernier comme candidat par une coalition de près de 70 partis. Pour rappel, le gouvernement a officiellement convoqué le corps électoral pour le scrutin du 29 juillet, pour lequel une douzaine de candidats se sont déjà déclarés. Dans le cadre d'un partenariat axé sur les échanges culturels entre le Bénin et les États-Unis, il a été procédé ce lundi au lancement d'une semaine d'échanges artistiques entre le groupe de danse Step Africa des États-Unis et les artistes du Ballet national du Bénin. Durant une semaine, les deux troupes vont s'entraîner et danser ensemble afin d'apprendre l'une de l'autre. Suivez plutôt. Nous sommes ici pour présenter la forme de danse qui s'appelle Stepping. C'est une forme de danse née aux États-Unis dans les collèges afro-américains. Mais aujourd'hui, c'est une forme de danse très connue dans le monde entier et nous voulons partager cette forme qui est vraiment américaine avec les Béninois. Une semaine durant, les artistes du Ballet national vont apprendre aux artistes américains à danser Made in Bénin. Et certainement, les artistes américains aussi vont le faire. Et ensuite, ils iront dans une création commune que les deux groupes vont présenter le 18 prochain. Et le menu du spectacle est alléchant. Le Ballet national présentera un spectacle, Le Trône, qui va durer 45 minutes. Le groupe Step Africa présentera également un spectacle de 45 minutes. Et nous pensons que ce programme va pouvoir se poursuivre pour que les artistes béninois et les artistes américains puissent se donner la main dans le but de valoriser nos différents patrimoines culturels et matériels. On est très content, très content de recevoir les Américains au Bénin, principalement au Ballet national du Bénin. On reste au Bénin. La lutte contre la cybercriminalité a été au cœur d'une journée d'information et de formation. Elle est organisée par l'ONG Cyberaction et Protection en partenariat avec l'ambassade de la France. Les assises se sont tenues à l'Institut français de Cotonou. Reportage. Le dernier classement de l'Office central de répression de la criminalité classe le Bénin au triste rang de 3e en Afrique de l'Ouest. Ce positionnement peu réjouissant du pays, tout juste derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ne doit réjouir aucune autorité ou structure intervenant dans la lutte contre ce fléau de plus en plus grandissant, avait déclaré l'ONG Cyberaction et Protection, ONG CAP, une organisation non gouvernementale qui a fait de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes sa raison d'être. Elle a entrepris une série d'actions dont la première est la journée nationale sur la cybercriminalité. Cette journée sera spécifique et c'est un avant-goût des deux grands projets de l'ONG. Le premier projet, c'est de mettre en place une plateforme dans tout le Bénin pour voir qui fait quoi dans cette affaire de cybersécurité. Le deuxième objectif, c'est qu'on puisse mobiliser le Bénin pour adhérer à la Convention de Budapest. Pour mener à bien cette mission, l'ONG s'est appuyée sur la France, dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. L'action de la France dépasse le cadre de l'Union européenne. De nombreuses formations sont réalisées à l'international, en Asie comme en Afrique. Car notre approche fondée sur la défense, la protection et la prévention séduit plus que d'autres modèles proposés par d'autres pays qui seraient fondés plus sur l'offensive. Les autorités du ministère béninois de l'Intérieur ont pris une part active aux travaux. La collaboration est souhaitée à tous les niveaux afin que la lutte contre ce fléau des temps modernes soit totale au Bénin. À la fin des travaux, l'ONG CAP va inviter toutes les structures intervenant dans la lutte contre la cybercriminalité à l'action plutôt qu'à la réaction.
Au Brésil, le triplex situé en bord de mer, considéré par la justice brésilienne comme un pot de vin versé à l'ex-président Lula, condamné à plus de 12 années de prison pour corruption, a été vendu aux enchères sur Internet mardi. La luxueuse résidence a été vendue pour la somme de 2,2 millions de reais, soit environ 500 000 euros. Voici les détails. Le triplex de l'ancien chef d'État brésilien a été vendu aux enchères sur Internet. Vendu pour 2,2 millions de reais, soit environ 500 000 euros, la résidence est considérée par la justice brésilienne comme un pot de vin versé à l'ex-président Lula, condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption. Une seule offre a été formulée, moins de 5 minutes avant l'heure fixée par le site chargé des enchères, bien que la page web ait été visualisée plus de 50 000 fois. L'identité de l'acheteur reste anonyme pour l'heure. En attendant que toutes les formalités administratives soient réglées, le triplex reste au nom d'OAS, l'entreprise de bâtiment accusée de l'avoir offert à Lula, en échange de faveurs dans l'attribution de contrats publics avec la compagnie d'État Petrobras. Les 2,2 millions de reais correspondent exactement au total des pots de vin attribués à l'ex-président entre 2003 et 2010, selon les procureurs. La mise aux enchères a été décidée en janvier dernier par le juge anticorruption Sergio Moro, qui a condamné Lula à 9 ans et 6 mois de prison en juillet. Une peine alourdie en appel à 12 ans et 1 mois en janvier. Fin janvier, le juge a déterminé que le produit de la vente devrait être reversé à Petrobras. L'appartement de 297 mètres carrés situé à Guarujá, station balnéaire UP proche de Sao Paulo, comporte 4 chambres, une piscine et un espace pour faire des barbecues. Le 16 avril, il a été occupé symboliquement par une trentaine de militants de gauche, du mouvement des travailleurs sans toit et du Front Peuple sans peur qui ont accroché des pancartes dénonçant l'incarcération de Lula. Toujours au Brésil, un enfant de 6 mois a été blessé par une balle perdue ce mardi. L'incident est survenu alors qu'il était dans les bras de sa mère à l'intérieur d'un collège privé à 2 pas du Corcovado à Rio de Janeiro. Voici les détails. Un bébé de 6 mois a été blessé à l'épaule après avoir reçu une balle perdue. L'enfant se trouvait dans les bras de sa mère qui était allée chercher son grand frère âgé de 6 ans. Selon un journal local, la vie du bébé n'est pas menacée. Mais la balle est restée logée dans son épaule. Il devra donc subir une intervention chirurgicale. Cette affaire n'est pas un cas isolé au Brésil. Comme lui, 14 autres enfants ont été touchés par des balles perdues depuis le début de cette année. Parmi eux, 4 sont décédés. C'est préoccupant parce que vous êtes dans une école et vous pensez être en sécurité et puis il y a des choses qui se produisent autour de l'école. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver dans le quartier le plus cher de Rio et être témoin d'une fusillade, de balles perdues. C'est difficile de voir la lumière au bout de ce tunnel. Selon l'ONG Fogo Cruzado, qui recense les fusillades dans la métropole brésilienne, près de la moitié des écoles publiques de Rio ont connu au moins une fusillade dans un rayon de 300 mètres, de février 2017 à février 2018. Près de 2 ans après les Jeux Olympiques, la sécurité à Rio s'est considérablement détériorée, une situation aggravée par les scandales de corruption et une grave crise financière, les policiers étant souvent payés avec des mois de retard. Voilà, c'est sur cette note d'insécurité au Brésil que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.